Merci. Alors, on va rester sur les juges et je vais aussi être attentif à mon temps de parole, puisque en plus, je vais rendre compte de 2 enquêtes successives menées au sein de 2 juridictions qui interviennent toutes 2 dans le contrôle des étrangers. Et plus précisément dans la procédure d'éloignement du territoire visant les étrangers soit refoulés à l'entrée du territoire français, soit donc éloignés, notamment en raison, en l'occurrence uniquement ici, en raison de leur situation irrégulière. Alors je vais faire référence du coup à 2 types de juridictions et à 2 types de juges. Les juges judiciaires d'un côté, plus spécifiquement les juges des libertés de la détention, qui interviennent ici pour contrôler la privation de liberté de ces étrangers, lorsqu'ils sont enfermés soit dans ce qu'on appelle les zones d'attente, donc lorsqu'ils sont arrêtés à l'entrée du territoire français, bloqués littéralement à la frontière, soit en rétention administrative, lorsqu'ils sont visés par une mesure d'éloignement du territoire, et du coup enfermés dans l'attente de la préparation de leur éloignement effectif, de leur renvoi effectif vers leur pays d'origine. Premier ensemble de juges, donc. Deuxième ensemble de juges, les juges administratifs, qui, dans le système français, examinent quant à eux la légalité des mesures d'éloignement elles-mêmes, c'est-à-dire donc les reconduites à la frontière. Alors, je me suis en l'occurrence concentré sur 2 types de contentieux. Je n'aurai pas le temps ici de donner toutes les précisions juridiques, mais il s'agira aussi bien des arrêtés de reconduite à la frontière, avec une procédure très spécifique, j'y reviendrai quand même, et du contentieux des obligations de quitter le territoire. Sachant en plus, et je le dis simplement au passage, que depuis mon enquête, une nouvelle réforme législative a eu lieu qui a supprimé en tant que telle ces contentieux-là et qui a modifié encore l'architecture juridictionnelle. Alors il s'agira ici de revenir sur d'abord une tension morale et politique générale qui traverse ces juridictions et qui renvoie à 2 manières de traiter institutionnellement les étrangers. 2 logiques, disons. Première logique, celle de la répression, à l'évidence, puisque les procédures que je viens de décrire visent à éloigner par la contrainte les étrangers et à les enfermer. Deuxième logique, une logique contradictoire de protection, puisque ces mêmes étrangers sont protégés par d'abord des règles substantielles, qui énumèrent notamment des catégories d'étrangers, protégés normalement contre l'enfermement, protégés contre l'éloignement du territoire, et aussi par des règles de procédure, puisqu'il existe toute une série de voies de recours juridictionnelles, donc pour faire valoir devant les tribunaux, devant les juridictions que je viens de citer, un droit à cette protection. Mais alors ces dispositifs institués et les acteurs de ces juridictions incarnent, donc traduisent matériellement cette tension dans un fonctionnement quotidien de l'institution. Mais ils articulent plus précisément cette tension générale avec des ordres sociaux, des ordres moraux et émotionnels également, négociés localement, ceux du fonctionnement d'un tribunal, ceux également de l'audience judiciaire, ou en tout cas de l'instruction des dossiers judiciaires, et donc des ordres dans lesquels agissent des acteurs, avocats, magistrats, etc., j'y reviendrai, ordres dans lesquels des décisions judiciaires sont prises, mais également ordres institutionnels locaux dans lesquels des évaluations morales sont produites à l'encontre des étrangers, dans lesquels ces évaluations vont circuler et dans lesquels également elles vont se redistribuer. Alors, si on peut parler ici d'ordre localement négocié, c'est que ces audiences, ces instructions, avec leurs acteurs, constituent de fait des espaces sociaux locaux extrêmement spécialisés. Spécialisés d'abord autour d'un droit extrêmement spécifique, celui des étrangers et celui plus précisément encore donc de l'éloignement des étrangers. Et puis parce que ces espaces sociaux, ces ordres sont spécialisés, sont organisés autour finalement d'un très petit nombre de professionnels, des magistrats, des magistrates surtout d'ailleurs, j'y reviendrai, des avocats, un certain nombre de militants associatifs. Et en définitive, on a là des acteurs qui sont relativement peu nombreux à pratiquer ce droit des étrangers. Alors c'est ce qui explique qu'autour de ces audiences, de ces instructions, va se nouer ce qu'on pourra appeler avec Niklas Luhmann un système de contact local, c'est-à-dire un réseau ou des réseaux d'interconnaissance associant des acteurs qui interagissent de façon routinière, localement, au point qu'il existe entre eux une relation moralement chargée, j'y reviendrai, d'estime, de confiance mutuelle, voire, dans certains cas, de connivence. Donc, un ordre moral, social et moral local, également émotionnel, qui influe sur les décisions juridictionnelles qui seront prises, mais qui est également investi et réinterprété de façon différente par les acteurs en fonction de leurs dispositions. Alors je vais en l'occurrence, dans ce qui va suivre, me concentrer surtout sur les juges,
et sur la manière dont ces juges investissent ce fonctionnement local de l'institution à partir d'un ethos professionnel qui leur est propre, qui est propre à leur métier de magistrat, et que par ailleurs ils réinterprètent et investissent différemment en fonction de leur trajectoire individuelle. Donc c'est en quelque sorte, deux de ces ordres dans deux cas spécifiques que j'évoquerai ici, à partir donc de deux enquêtes de terrain effectuées, l'une dans un tribunal de grande instance auprès des juges des libertés et de la détention, l'autre au sein d'un tribunal administratif auprès donc des juges administratifs, et en combinant à la fois des observations d'audience, ou dans le cas du tribunal administratif de séances d'instruction, et des entretiens réalisés essentiellement avec des magistrats dans les deux cas, donc JLD et juges administratifs. Alors, avant de passer à l'analyse plus spécifique de ces enquêtes, il faut noter que la manière dont ces normes et ces évaluations morales que j'évoquais il y a un instant circulent à propos des étrangers, elles dépendent aussi de la position très particulière que ces deux types de juridictions occupent dans la procédure d'ensemble de l'éloignement du territoire des étrangers. Au sein de cette procédure, les juges sont en définitive les seuls acteurs juridictionnels qui interviennent, alors que le reste de l'éloignement du territoire est géré quasi exclusivement par des agents de préfecture et plus encore par des policiers. Et de ce point de vue-là, la tension morale qui peut se poser aux magistrats que j'étudie est finalement double. Ils sont d'abord face à une population, celle des étrangers en situation irrégulière, des étrangers éloignables, entre guillemets, qui est stigmatisée, qui est illégitime moralement et qui est constamment dévalorisée et discréditée dans les discours publics sur l'immigration irrégulière. À ce titre, cette population a longtemps été l'objet d'une simple police administrative. Elle a été gérée de manière, pendant en tout cas très longtemps, de façon uniquement discrétionnaire par la police, quasi exclusivement, sans intervention des juges. Alors, les choses ont changé depuis les années 1970, j'y reviendrai, mais cette procédure de l'éloignement du territoire, elle reste une procédure encore aujourd'hui dans laquelle l'intervention des juges reste contestée dans son principe même. Et les juges, alors peut-être plus spécifiquement les juges des libertés, mais j'y reviendrai, font face aux critiques provenant à la fois des autres fonctionnaires qui interviennent dans le contrôle de l'immigration, et notamment aux critiques de la part des policiers. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc ces ordres juridictionnels locaux dont je parle, et ces acteurs que j'ai décrits, lorsqu'ils se positionnent moralement au sein de ce contentieux, ils se positionnent à la fois face à la population des étrangers, à cette population dévalorisée, et aussi face à une procédure d'ensemble dans laquelle ils sont contestés par d'autres fonctionnaires, et dans laquelle ils doivent aussi se positionner par rapport aux politiques d'immigration auxquelles ils vont contribuer peu ou prou, plus ou moins à leur corps défendant. Alors, pour éclaircir ce point, je vais revenir dans un premier temps justement sur l'histoire même de cette police des étrangers, même si ce sera extrêmement rapide, et sur l'histoire de l'intervention controversée, problématique des magistrats dans le contrôle de l'immigration et dans l'éloignement du territoire. Et puis je reviendrai ensuite successivement sur les juges des libertés judiciaires et sur les tribunaux administratifs, et à la fois sur les ethos professionnels des magistrats et sur la manière dont tout cela peut influer sur la la production de décisions juridictionnelles. Donc, premier moment, rapide, malheureusement, dans les limites de mon intervention, sur l'intervention, donc retour historique sur l'intervention des tribunaux au sein de la police des étrangers. Alors, je l'ai un peu dit rapidement dans mon introduction, la population des étrangers, dévaluée, dévalorisée moralement et juridiquement, a fait longtemps partie et fait encore partie de ce qu'on peut appeler, à partir de l'expression éloquente de Fabien Jobard, les gibiers de police. C'est-à-dire une population qui n'est pas nécessairement passible d'une sanction pénale, d'un traitement pénal, qui ne commet pas nécessairement d'infraction judiciaire et pénale sur le territoire, mais dont la présence et le libre déplacement dans l'espace public représentent en elle-même un péril social et ce qu'on pourrait appeler une turpitude morale. Alors, il y a toute une série de populations qui, en l'occurrence, ont relevé historiquement de ces gibiers de police, vagabonds, prostituées, populations colonisées également, pour lesquelles progressivement au cours du XXe siècle, les sanctions administratives et les contrôles policiers ont été atténués, voire sont tombés complètement, alors même que, dans le cas des étrangers, dès la fin du XIXe siècle et encore aujourd'hui, leur présence sur le territoire a été considérée comme un poids pour l'économie, comme un poids pour le marché du travail, comme un péril pour les systèmes de protection sociale, voire également comme un péril politique. Donc un stigmate
morale également qui a accompagné cette répression et qui a justifié la mise en place d'un contrôle policier, non pas dans une logique de répression judiciaire, mais dans une logique de police préventive, ayant recours au fichage, aux restrictions de liberté de déplacement et, in fine, à la possibilité d'éloigner du territoire et d'interner administrativement plutôt que d'emprisonner judiciairement. Donc des mesures de privation de liberté relevant purement de la police et de la police administrative. Alors je passe là très rapidement sur des évolutions qui réclameraient une analyse beaucoup plus précise, qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'analyses, et je renvoie sur ce point aux travaux notamment de Daniel Lechac, également aux travaux de Liora Israël sur l'évolution du contrôle de l'immigration et du droit des étrangers dans les années 1970, pour en revenir donc à la position actuelle des tribunaux judiciaires et administratifs dans cette police des étrangers. Les années 1970 ont précisément constitué une rupture relative, en tout cas, mais une rupture, en imposant la mise en place, justement, d'un contrôle juridictionnel, un contrôle des juges, qui est venu limiter le pouvoir discrétionnaire des policiers et des fonctionnaires de préfecture en matière de contrôle des étrangers. Et ce contrôle juridictionnel, il a été précisément mis en place au nom du respect des droits des étrangers, de l'idée que les étrangers, même en situation irrégulière, même éloignables, même enfermés pour cette raison, devaient pouvoir bénéficier d'une protection et d'une protection juridique. Alors, c'est de ce mouvement qu'est issue notamment l'intervention des juges des libertés pour le contrôle de l'enfermement des étrangers en zone d'attente et en centre de rétention. Et alors, contrôle qui a été imposé dans les années, à la fin des années 70, début des années 80, par le Conseil constitutionnel. Et puis, même mouvement pour la mise en place du contrôle des mesures d'éloignement par les juges administratifs. Donc, intervention de juridiction au nom de la nécessaire protection juridique des étrangers. Mais, et je l'ai dit rapidement dans mon introduction, ces juridictions sont venues immédiatement, littéralement, gripper la logique traditionnelle de la gestion policière discrétionnaire des étrangers. Et puisqu'il était, et qu'il est encore politiquement et juridiquement aussi difficile de supprimer purement et simplement ces contrôles, parce qu'ils sont imposés par la jurisprudence du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, on a assisté bien plus tôt à une série de réformes, chaque fois extrêmement controversées, et il y en a eu encore très récemment, qui ont visé à limiter la portée de l'intervention de ces juges dans la procédure d'éloignement. Alors, je donne quelques exemples très rapides, mais il s'est agi de limiter la possibilité d'appel pour les étrangers, de façon à éviter de freiner la procédure d'éloignement du territoire, la mise en œuvre des éloignements. Il s'est agi, par exemple, d'organiser les audiences des juges des libertés à l'intérieur même des centres de rétention ou des zones d'attente, pour économiser y compris financièrement, les coûts de mobilisation d'escortes policières, les coûts en essence liés au transfert des étrangers vers les tribunaux, les palais de justice, etc. Et il s'est agi surtout d'adopter des procédures d'urgence pour faire en sorte que les audiences soient rapides, voire expéditives, et on retrouve un peu la logique des comparutions immédiates, pour faire en sorte qu'il y ait du coup très peu de préparation écrite des audiences, que l'essentiel se passe aussi bien devant les GLD que devant donc les juges des libertés, que devant les juges administratifs, de façon très rapide, presque intégralement oralement, sans préparation écrite, dans le moment même de l'audience. Ce qui, du coup, renforce l'importance de ce qui se passe au moment des audiences localement, et donc de ces ordres d'interaction locaux que je décrivais. Et je vais maintenant passer plus précisément à leur examen. Dans un premier temps, donc, dans le cas des juges judiciaires et des juges des libertés et de la détention, qui examinent donc la privation de liberté des étrangers en rétention administrative quand ils sont éloignés du territoire ou en zone d'attente lorsqu'ils sont bloqués aux frontières, et qui ont en l'occurrence un pouvoir extrêmement important sur la suite de la procédure, puisqu'ils peuvent soit maintenir les étrangers en privation de liberté, soit décider de les mettre en liberté sur le territoire, y compris s'ils restent en situation irrégulière. D'où les critiques policières qu'on comprend aisément, qui consistent à dire que, au fond, les juges sapent en une simple décision, la totalité du travail qui a été fait pour arrêter les étrangers, les présenter à la préfecture, faire en sorte qu'ils soient visés par une mesure d'éloignement, et ensuite les priver de liberté pour organiser leur renvoi. Alors, les audiences de JLD que j'ai étudiées ici sont du coup un bon exemple de ce que j'ai nommé en introduction cet ordre moral et émotionnel localement négocié entre les acteurs. Les audiences auxquelles j'ai assisté étaient organisées dans une salle d'audience particulièrement exiguë, à l'écart du reste du tribunal, ce qui est assez symptomatique de la manière dont sont perçues, y compris au sein du palais de justice, ces audiences juridictionnelles. Et elles mobilisaient, je l'ai dit, une configuration locale d'acteurs, tous extrêmement spécialisés,
5 magistrates, toutes des femmes, qui donc intervenaient de manière récurrente, 3 greffières, là aussi toujours les mêmes, et une série d'avocats du barreau local, avocats liés pour ceux qui défendaient en tout cas les étrangers très souvent, enfin pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, au milieu associatif, donc liés au GISTI, à la Ligue des droits de l'homme, et qui se retrouvaient de manière récurrente face à face chaque semaine, au point que ces différents acteurs étaient à l'évidence en mesure d'anticiper, enfin se connaissaient très bien, on était dans une logique de tutoiement entre avocats et greffières, très souvent également, au point donc que ces acteurs étaient en mesure d'anticiper quels moyens allaient être soulevés par les avocats du côté des juges, et du côté des avocats, exactement, il y avait une manière d'anticiper aussi comment tel ou tel juge allait accueillir ou refuser au contraire tel ou tel type d'argumentaire juridique. Donc, une véritable complicité et un ordre local qui permettait aussi de savoir comment sélectionner les arguments à mobiliser et d'anticiper aussi quel type de décision allait pouvoir être pris. Donc, encore une fois, ce que j'ai appelé tout à l'heure, à partir de Niklas Schumann, un véritable système de contact avec des acteurs soudés par des liens de dépendance et de confiance mutuelle qui définissent collectivement jusqu'où il est possible d'aller en matière d'arguments. Alors cet ordre local, il se construisait toutefois sous pression, je l'ai dit, avec un impératif constant qui était d'aller vite. D'aller vite pour juger 35 à 40 dossiers par jour, avec des audiences qui pouvaient se terminer à 1h du matin dans certains cas, alors même, je l'ai dit, que ce contrôle juridictionnel restait extrêmement mal perçu, voire malvenu, de la part notamment des policiers. Et c'est précisément au sein de cette configuration complexe que les juges des libertés que j'ai rencontrés en entretien devaient se positionner. 5 magistrates, je l'ai dit, j'en ai en l'occurrence rencontré 4, et l'enjeu était pour elles de se positionner professionnellement au sein donc de cette procédure presque exclusivement policière. Positionnement qui tenait en grande partie à leur investissement extrêmement différencié de leur rôle professionnel, différencié en grande partie en fonction de leur parcours. Ce qui se traduisait, en l'occurrence, par une prise de distance plus ou moins forte vis-à-vis à la fois des politiques d'immigration dans lesquelles ces magistrats devaient intervenir, et alors, vis-à-vis éventuellement des étrangers, mais vis-à-vis surtout des autres fonctionnaires et surtout des policiers qui étaient amenés à mettre en œuvre également l'éloignement du territoire. Pour 2 des juges que j'ai pu rencontrer, il s'agissait ainsi de mettre en avant la spécificité du travail juridictionnel pour effectuer un démarquage par rapport aux policiers. Donc, dans un premier temps, ces 2 juges ne se définissaient pas toutes 2 comme participants aux politiques d'immigration, avec l'idée dans les entretiens que moi, les politiques d'immigration, c'est pas mon problème, je ne suis pas acteur des politiques d'immigration, je suis dépositaire d'une mission qui est une mission de défense des droits individuels. En distinguant du coup le travail d'examen juridictionnel des pièces du dossier face à la logique du soupçon et du flair policier, avec un argumentaire récurrent qui consiste à dire « moi je suis pas là pour avoir du flair, pour être dans le soupçon, mais simplement pour me concentrer sur les pièces ». Les 2 autres magistrates que j'ai pu rencontrer s'inscrivaient de la même façon dans cette problématique vis-à-vis des policiers, mais en occupant 2 positions beaucoup plus radicales. La première, sur une position d'hostilité revendiquée vis-à-vis des policiers de la police aux frontières effectuant les procédures, et là encore de leur éthique du soupçon. Alors, hostilité en l'occurrence qui était à relier à la distance professionnelle qu'affichait cette juge vis-à-vis même de son rôle de magistrate, puisqu'il s'agissait, il s'agit en l'occurrence d'une professeure de droit donc universitaire en détachement, exerçant donc ce rôle de juge des libertés, mais avec la perspective de retrouver son métier, son cœur de métier, qui est l'enseignement du droit, dans l'université quelques années plus tard. Donc avec véritablement une distance au rôle qui était du reste mise en scène lors des audiences, avec une façon de ne pas mettre la robe, de mettre à distance les rôles juridictionnels, éventuellement d'ailleurs de faire des traits d'humour vis-à-vis des avocats, vis-à-vis des policiers, etc., etc. L'autre magistrate, position radicale, peu radicalement opposée, était quant à elle une ancienne juge d'instruction qui indiquait au contraire volontiers, y compris d'ailleurs là aussi lors des audiences, qu'elle avait travaillé avec des policiers, qu'elle connaissait leur métier, jusqu'à partager avec eux une certaine connivence. Avec l'idée d'abord que son rôle était de juger en fonction des impératifs policiers, de montrer une certaine indulgence vis-à-vis des impératifs policiers, quitte à ne pas sanctionner certaines petites erreurs de procédure qui pouvaient apparaître dans les dossiers, et avec une manière également de mener les audiences comme des instructions pénales, donc avec un interrogatoire systématique notamment des étrangers qui comparaissaient, et une manière de
maintenir systématiquement en privation de liberté les étrangers qui, à un moment donné, allaient se couper dans leur récit, allaient tenir un propos qui lui apparaissait comme relativement peu cohérent. Donc une manière de s'identifier aux soupçons policiers et plus généralement de s'identifier à l'institution judiciaire dont elle se considérait comme l'incarnation en tant que magistrate, avec le souci de faire en sorte que les étrangers ne manipulent pas l'institution judiciaire, ne manipulent pas l'État, et que du coup, en cas d'ambiguïté dans leur discours, qu'ils soient systématiquement maintenus en privation de liberté. Alors, j'ai peu de temps pour évoquer plus spécifiquement la manière, alors les juges administratifs et la manière en plus dont se prennent les décisions au sein de ces juridictions judiciaires des juges des libertés. Il faut simplement dire qu'au-delà, il y a une manière pour les juges et pour l'ensemble des acteurs des audiences de hiérarchiser par ailleurs les étrangers, de les mettre également à distance, selon qu'ils appartiennent plus ou moins au cours de l'examen en audience à ces populations stigmatisées, à ces gibiers de police que j'évoquais tout à l'heure. Au bas de l'échelle, se trouvant, on trouvera donc les étrangers qui ne sont pas simplement en situation irrégulière, mais qui ont par ailleurs commis des délits sur le territoire français. Et du côté de ceux avec lesquels les juges vont avoir tendance à être plus indulgents, on va trouver ceux que j'ai appelés, dans la version écrite de ma communication, les victimes, c'est-à-dire notamment les mineurs étrangers isolés ou les demandeurs d'asile, c'est-à-dire les étrangers qui non seulement sont en situation irrégulière, mais qui peuvent par ailleurs arguer d'une situation vulnérable sur les territoires français ou de souffrance endurée. Alors, dans le temps qui me reste, c'est-à-dire, je pense, peu de temps, j'évoquerai simplement rapidement les tribunaux administratifs pour faire en l'occurrence surtout jouer un contraste, puisque là, on est sur un autre type de juridiction qui interviennent, je l'ai dit, pour juger la légalité des mesures d'éloignement, mais avec une organisation du contentieux extrêmement différente et en plus des trajectoires professionnelles extrêmement différentes pour les magistrats. Alors, un mot très rapide là-dessus. D'abord sur l'organisation du contentieux, puisqu'on parle, dans le cas des tribunaux administratifs, comme dans le cas des juges des libertés, d'un contentieux de masse qui représente à peu près 30% du contentieux pour l'ensemble des tribunaux administratifs et qui, pour le tribunal administratif dans lequel j'ai travaillé, représentait 49%, donc pratiquement la moitié des dossiers examinés. Donc la moitié du travail des magistrats administratifs, c'est du contentieux des étrangers, c'est l'éloignement des étrangers. Donc contentieux de masse, contentieux qui était intéressant dans la perception qu'en avaient les juges administratifs, parce que là, il s'agissait moins pour eux de se positionner par rapport à des attaques venant des policiers ou venant d'autres fonctionnaires, mais plutôt eux-mêmes de témoigner de leur réticence vis-à-vis d'un contentieux qui leur déplaît, qu'ils sont obligés de faire donc massivement, et qui leur déplaît notamment en raison du stigmate moral qui pèse sur la population des étrangers, mais qui du coup pèse aussi sur le contentieux lui-même et sur l'ensemble de ses acteurs, non seulement les étrangers, mais aussi les avocats, les agents de préfecture, etc., etc. Alors, cela tient aussi et surtout à la socialisation au droit et aux trajectoires, au type de recrutement des juges administratifs. On est là devant des juges qui sont massivement passés par l'École nationale d'administration, l'ENA, ou qui ont été recrutés au tour extérieur après être passés par l'administration active, mais surtout par la haute administration. Donc, des acteurs qui, de manière générale, ont une socialisation au droit qui passe aussi par une proximité avec ce que Pierre Bourdieu appellerait la noblesse d'État, c'est-à-dire la haute administration. Et avec l'idée que, pour une bonne partie d'entre eux, justement, ce contentieux des étrangers, c'est un contentieux de basse police, pour reprendre l'expression d'un de mes juges en entretien, c'est un contentieux qui est souillé moralement, en quelque sorte, au sein de l'institution, et qui fait un fort contraste avec les contentieux beaucoup plus nobles de la fonction publique, des permis de construire, etc., etc., qu'on examine normalement dans les tribunaux administratifs. Alors, il faut ajouter à ça un clivage de génération entre les juges administratifs qui ont été socialisés au droit et qui sont entrés dans les juridictions administratives dans les années 1980, à une époque où ce contentieux de l'éloignement du territoire n'existait pratiquement pas au sein des juridictions administratives, et qui, pour reprendre l'un des propos de mes enquêtés, auront tendance à dire ce contentieux des étrangers dans les années 70-80, c'était un contentieux noble, le contentieux de l'extradition par exemple, et du jour où c'est devenu le contentieux de la reconduite à la frontière, où on a eu des sans-papiers qui comparaissaient aux audiences, c'est devenu un contentieux de masse, c'est devenu un contentieux contaminant, avec des dossiers mal ficelés, avec des dossiers dans lesquels on a des enjeux moraux, politiques, mais très peu juridiques. C'est un contentieux peu intéressant
est stigmatisé parce qu'en plus c'est un contentieux sur lequel on ne peut pas faire de vrai droit. Et ce stigmate autour du vrai droit, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve très souvent du côté de ces magistrats, qu'on retrouve un peu moins du côté des juges un peu plus jeunes, socialisés au droit en école, à travers leur préparation au concours du recrutement aux juges administratifs, des juges administratifs, et pour qui la matière des étrangers peut être une manière, au contraire, de faire du droit, justement. Donc de mettre à distance le stigmate moral qui pèse sur la population des étrangers, pour, au fond, tirer des problèmes juridiques intéressants, malgré tout, de ces dossiers de masse des étrangers, pour aller faire du droit européen, du droit international, sur les dossiers de mesures d'éloignement. Et c'est également, et j'en conclurai là-dessus, ce qu'on retrouve également dans les séances d'instruction que j'ai pu examiner, puisque là aussi, il y a une manière, systématiquement, dans les instructions, lorsque les magistrats débattent entre eux, en plus dans des audiences qui ne sont pas, dans des séances d'instruction qui ne sont pas publiques, lorsqu'ils débattent entre eux des dossiers, il y a une manière systématiquement de mettre à distance l'émotionnel, de mettre à distance ce qui est qualifié collectivement d'enjeu humanitaire, pour justement, là aussi, produire un ordre local où on va produire ces dossiers comme étant d'abord des dossiers de technique juridique et surtout pas des dossiers sur lesquels des questions morales ou politiques peuvent se poser. Et j'en terminerai là, désolé pour mes petits débordements.